On va vous inviter à prendre place pour ne pas prendre de retard sur cette belle journée, deuxième journée des JASP. Alors, on va inviter les gens à entrer. Je ne sais pas si c'est tôt, là, trop tôt pour les gens, là, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup de chaises vides, là. Alors, aujourd'hui, on a bien fermé les micros. Vous n'avez pas entendu notre conversation. Les gens me textaient hier dans les voitures pour dire qu'ils nous entendaient jaser de nos enfants. Alors, voilà. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de la 27e édition des JASP. Il y en a que c'est leur deuxième journée avec nous. Je reconnais des visages que j'ai pu croiser hier. Il y en a que c'est leur première journée, donc bienvenue. On a aujourd'hui encore une belle programmation qui nous attend. Mais avant de commencer cette journée-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mylène Drouin, je suis la directrice de santé publique et la coprésidente avec Dr Stéphane Perron, qui s'occupe du comité scientifique de l'organisation des journées annuelles de santé publique. C'est un rôle privilégié qu'on a, mais on a un soutien extraordinaire d'une équipe à la fois de deux comités très engagés, mais aussi d'une équipe de l'Institut qui s'assure de tous les détails donc, de cette journée-là. Donc, je veux quand même les remercier parce que on prend la parole, on est le visage, mais je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de gens qui se donnent et s'engagent pour nous donner des journées annuelles riches. Avant de débuter, je pense qu'on va prendre un moment pour ouvrir cette journée-là avec un mot de reconnaissance pour le territoire autochtone ancestral sur lequel on se situe. Comme il y a des gens à l'extérieur en ligne, donc on va y aller, on va aussi reconnaître le territoire de l'ensemble du Québec. Donc, nous habitons dans différents endroits à travers le Québec et même au Canada. Les journées annuelles de santé publique se tiennent ainsi sur les territoires traditionnels de 11 nations autochtones du Québec et aujourd'hui, pour ceux qui se trouvent à Montréal, sur le territoire Tiohtià:ke. Nous aimerions donc rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'arrivée des Européens et autres vagues d'immigrants, ont interagi les uns avec les autres sur le territoire du Québec. Nous tenons à faire cette mention comme marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones avec qui nous partageons le territoire traditionnel et comme premier geste de dialogue vers le nécessaire chemin de la réconciliation. Donc, les JASP, c'est avant tout un événement de formation accréditée avec beaucoup de critères qui nous amènent à avoir des journées de qualité avec l'interaction. Mais c'est aussi un moment de réseautage comme réseau, puis on le sait, hier j'en ai parlé, là, en fin de semaine, c'était l'arrivée de Santé Québec. Et ce qui distingue beaucoup le réseau de santé publique, c'est qu'on travaille déjà, c'est Santé Québec, la vision de Santé Québec, c'est qu'on est un seul employeur, on va se coopter pour être plus efficient. Pour travailler et arriver à trouver des solutions innovantes ensemble. Mais je pense que comme réseau de santé publique, soyons fiers de déjà avoir mis en place ces mécanismes de collaboration. On a nos TCN, des groupes de répondants. On travaille ensemble déjà informellement dans plein de dossiers complexes. Mais les journées annuelles de santé publique font partie de cette force d'un réseau solide, capable d'être à l'avant-garde dans nos pratiques pour faire face aux enjeux de santé publique de plus en plus complexes. Puis on l'a vu hier, la complexité était au menu. Je tiens à le dire, demain, il y a une petite nouveauté pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais refaire la petite annonce. Demain, la 3e plénière est une plénière dédiée à une conversation avec Dr Luc Boileau et Pierre Gerlier-Forêt, PDG de l'Institut, qui va être animée par ma collègue Julie Laulier. Ils vont nous entretenir sur les transformations en cours, donc là où le changement nous transporte. Et on vous invite à préparer vos questions parce que la période d'échange va être plus longue, donc on souhaite vraiment une discussion et un dialogue avec ces deux personnes au cœur des décisions. Toutes les informations en lien avec la programmation sont sur le site et dans le guide des participants qu'on vous invite à télécharger. Autre nouveauté, la traduction simultanée cette année, pour ceux qui en ont besoin, se fait avec l'intelligence artificielle. Donc, apportez vos écouteurs et votre téléphone intelligent, donc vous y avez accès. Et n'oubliez pas d'aller au comptoir d'accréditation pour ceux qui souhaitent une reconnaissance.
On a des activités en marge. Donc, aujourd'hui, plus spécifiquement, ce midi, une activité organisée à la salle 4 à la salle Montréal 4, une activité organisée par Santé Québec, qui est une conférence midi sur les points de services locaux animée par Martine Leblanc-Constant. Plusieurs la connaissent. Donc, les points de services locaux, c'est vraiment ces centres de vaccination, dépistage et prélèvement de masse qui sont un peu un leg de la pandémie. Donc, on va y présenter quelques résultats de l'impact de ce déploiement-là et il y aura une période d'échange. Et ce soir, on a aussi un 5 à 7 organisé par une équipe de santé au travail, Ça t'intègre, donc qui est un jeu de société qui a gagné, coopératif, qui a gagné des prix d'innovation, qui est basé sur le jeu pandémie et qui est là pour soutenir les équipes dans le transfert de connaissances dans l'intégration des nouveaux employés. Donc, une toute nouvelle manière innovante. Donc, c'est un jeu qui dure un petit peu moins qu'1 heure et qui pourrait vous inspirer aussi pour d'autres domaines de transfert de connaissances et d'intégration des employés dans d'autres champs de pratique de la santé publique. Donc, je termine en remerciant évidemment l'équipe de l'Institut qui nous accompagne, tous les responsables d'activités, les comités scientifiques qui font que ces journées sont riches, animateurs, conférenciers. Et je rementionne que les JASP, c'est la force des JASP, c'est le fait qu'on est aussi un consortium de partenaires qui croient et qui travaillent pour la formation continue de qualité en santé publique, donc les directions de santé publique, de Santé Québec, on ne dit plus des CIUS, je ne sais pas si on va le dire encore, l'Institut national de santé publique, l'Institut de la statistique, le ministère de la Santé, l'Association de santé publique du Québec, l'Association des médecins spécialistes en médecine préventive et santé publique et l'Agence de santé publique du Canada. Donc, je cède la place à Dr. Perron. Merci beaucoup, Mylène. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, devant le Saint-Laurent 5 à 7, il y a le concours de la relève en 3 minutes, donc les petites vidéos que vous pouvez écouter. Et il y a aussi les présentations par affiche. J'aimerais souligner les gagnants justement au niveau des présentations par affiche. Donc, le prix du jury, catégorie Nouvelles connaissances, c'est l'affiche numéro 5, mise à jour du portrait d'imprégnation de la population québécoise aux substances chimiques, par Gabriel Laponce, Michel Gagné et Mathieu Valque. Le prix du jury, catégorie pratique inspirante, l'affiche numéro 36, Ton infirmière scolaire tout l'été, une présentation d'un projet pilote pour les jeunes Lavallois d'Émilie Blais et Julie Castillou. Une mention d'honneur, catégorie nouvelles connaissances, affiche numéro 6, Influence des changements climatiques sur l'incidence des entérozoonoses par Bouchra Bakii, Ariane Adam-Poupard et Alejandra Iracema. Une mention d'honneur catégorie nouvelles connaissances, affiche numéro 18, Détection de substances préoccupantes dans l'urine de personnes qui consomment des drogues de Karen Martel, Éric Langlois, Pascal Leclerc, Carole Morissette, Laurence Desbois-Bédard, Nicolas Caron, Mélanie Tessier et Geneviève Grenier. Mention d'honneur catégorie pratique inspirante, affiche numéro 33, Situation complexe de VIH, soutenir les directions régionales de santé publique et favoriser une réponse adaptée et concertée par Florence Maheu-Dubuc. Et finalement, le prix étudiant, catégorie nouvelles connaissances, affiche numéro 14, Barrières et facilitateurs liés à l'implantation du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus Week-end 70 au Mali, une étude de cas multiples par Aminata Adama N'Endour, Sabina Abou Malam, David Martin-Milo, Geneviève Baron, Ibrahima Teguete, Mahamane Maïga et Kadadia Bokar. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Lavandino. Elle va nous parler en fait, le titre de sa conférence, c'est « La ville relationnelle, mettre son corps en mouvement pour mieux rentrer en relation avec soi-même, avec les autres et avec le vivant ». L'objectif, c'est ouvrir une réflexion sur les dernières innovations urbanistiques favorables à la santé physique et mentale en renforçant le lien avec son propre corps en mouvement avec les autres et avec le vivant de proximité.
on va vouloir illustrer à l'aide d'exemples concrets le processus, les résultats de ces innovations sur la santé et la qualité de vie des citoyens qu'ils vivent dans des villes de petite, moyenne ou grande taille. Sonia, c'est une anthropologue urbaine et géographe qui a été nominée en 2021 parmi les 100 personnalités qui font la ville par traits urbains en France et le Forum des 100 par Le Temps en Suisse. Sonia est la fondatrice de B-Fluid, un cabinet spécialisé dans la recherche et prospective en mobilité et développement territorial durable qu'elle dirige depuis 2012. Elle est une spécialiste internationalement reconnue de la marchabilité et son approche innovante de nouvelles manières d'habiter, de se mouvoir et d'investir dans les espaces publics s'inspire des regards croisés de l'anthropologie urbaine, de la sociologie et de la proxémie. Chercheuse pendant une dizaine d'années à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'Université de Genève et l'ENS de Lyon, elle établit des passerelles entre le monde académique et le versant professionnel de l'urbanisme. Ses travaux sur la ville relationnelle et la ville du dehors démontrent l'intérêt de politiques publiques renforçant la place du corps en mouvement dans les espaces publics urbains et les opérations d'aménagement mixte. Son plus récent ouvrage intitulé « La ville relationnelle » propose de remplacer le paradigme de la ville fonctionnelle hérité du 20e siècle et aujourd'hui dépassé par le nouveau paradigme de la ville relationnelle plus apte à résoudre les défis du vivre ensemble au 21e siècle. Bienvenue, Madame Lavallineau. J'espère que ça fonctionne. Oui, voilà, parfait. C'est avec grand plaisir donc que je me suis joint à vous en venant de Suisse. Donc, j'ai dû prendre un avion qui m'a fait rester immobile un bon moment. Donc, du coup, je suis contente de pouvoir être un peu debout. Comme vous le savez, notre pire ennemi, c'est la chaise. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Ce qui est important dans ce que je vais dire, c'est vraiment cette idée de bien faire le lien. Je sais que vous êtes ici pour beaucoup de raisons. Certains d'entre vous ne sont pas du tout ici pour des raisons liées à l'urbanisme ou aux villes, mais c'est bien pourtant nos environnements urbains qui nous rendent beaucoup malades pour différentes raisons, qui peuvent aussi nous rendre plus sains pour d'autres raisons. Et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui, sachant que le contexte dans lequel on vit a vraiment des impacts énormes. Dans l'avion, j'ai pu regarder un documentaire fait en Amérique qui donnait entre autres un chiffre que je trouve intéressant de partager avec vous, en l'occurrence sur l'alimentation. Le fait que quand des migrants arrivent aux États-Unis, au bout de 5 ans, 6 ans, leur taux d'obésité double simplement par le fait qu'ils viennent dans ces nouvelles villes dans lesquelles les modes de vie et les façons de s'alimenter sont si différents. Donc mon premier point est celui de bien insister sur l'idée que l'une des raisons qui amène à tant de déséquilibre, peut-être une des majeures raisons, est le fait que nous ne bougeons pas assez, bien entendu, mais nous ne bougeons pas assez pour une raison plus fondamentale encore, qui est cette déconnexion très forte de nos êtres biologiques, de notre corps biologique. Nous sommes comme des cerveaux flottants qui nous baladons, presque sans corps, hein, beaucoup de temps assis, beaucoup de temps devant des écrans, beaucoup de temps derrière un volant. Et donc finalement, il est assez urgent de renouer avec notre corps en mouvement. Alors une petite statistique là-dessus d'une étude faite en Angleterre qui montre que les enfants anglais passent moins de temps à l'extérieur en train de bouger que des prisonniers qui se trouvent en prison. Les prisonniers en prison ont le droit d'égal à 1 heure par jour pour bouger à l'extérieur, à l'air libre, et la grande majorité des enfants anglais n'atteignent pas 7 heures par jour. Je pense que chez vous, au Québec, c'est un peu pareil. Donc, j'aimerais déjà attirer votre attention sur ce fait que nous n'arrivons pas à donner à nos enfants ce droit fondamental, qui devrait être le droit de tous, de simplement pouvoir bouger 1 heure par jour. Et la question du vivant, de renouer avec ce vivant, est aussi essentielle. Aujourd'hui, on voit... j'ai les chiffres français, je ne sais pas quels chiffres vous avez vous ici, pour lesquels on voit que les enfants précédemment allaient en forêt en tout cas 1 fois par année, voire plusieurs fois par année. Et maintenant, ils vont en forêt 1 fois tous les 5 ans, ce qui est vraiment très peu. Là, je parle pour les enfants urbains, évidemment. Ceux qui habitent déjà dans la forêt, ils vont plus souvent. Mais c'est aussi pour vous dire à quel point les descentes sont exponentielles. Le contact avec la nature est vraiment très, très loin de notre quotidien.
Et puis, je voudrais insister sur ce phénomène de la solitude et le fait que le manque d'empathie, notamment chez les enfants, le fait de ne pas pouvoir renouer des relations avec les autres est directement corrélé à ces deux manques relationnels que je viens d'évoquer précédemment. Le manque d'être en relation avec son propre corps, de pouvoir épanouir son corps biologique avec d'autres corps biologiques, pas par des intermédiations liées à des écrans, pas par des intermédiations d'autres styles qui nous rendent passifs, mais plutôt bien par le jeu, par la possibilité de bouger ensemble. Donc, je défends beaucoup une approche d'espace mielleux, d'espace relationnel. Qu'est-ce que j'entends par espace mielleux? Vous avez tous essayé de manger du miel. Vous voyez bien comme c'est sticky, comme ça colle partout. Et l'idée, c'est de dire, si nous multiplions ces espaces mielleux dans la ville, si nous faisions en sorte de créer des espaces dans lesquels les gens ont envie de rester plus longtemps, de venir plus souvent, eh ben, nous serions dans des meilleures conditions pour pouvoir déjouer ces problématiques que je suis en train d'évoquer, de meilleure santé liée au mouvement, de solitude, etc. Donc nous, dans notre livre « La ville relationnelle », vous avez ici les deux exemplaires pour que vous puissiez reconnaître si jamais ça vous intéresse. Donc on a une édition qui est avec beaucoup d'exemples du monde entier, avec beaucoup de photos, et on a une autre édition plus de poche qui a été éditée aux éditions Apogée. Ce livre insiste sur les 7 figures de la ville relationnelle. Et il a un chapitre dédié à chacune. Notre objectif à la sortie de la période Covid a été de pouvoir donner des billes à des élus, donner des billes aux techniciens des villes pour pouvoir faire autre chose que la ville classique, la ville de la rencontre, puisqu'on voyait qu'elle avait de la peine à redémarrer parce que les restaurants restaient encore fermés, parce que nous n'avions pas accès à la culture, aux terrasses et même parfois au parc. Donc, on a voulu insister sur le fait qu'il y avait d'autres façons de faire ville, dont la ville du dehors, qui est ce contact majeur avec la présence de l'eau, avec la présence du vivant. La ville amie de toutes les générations, pour nous, elle est particulièrement importante parce que c'est cette ville qui nous permet de rentrer en contact avec ceux qui ont des âges différents de nous. Vous savez sans doute, et vous l'avez constaté, qu'on parle beaucoup de zoning et de mixité sur la question des fonctions, le fait qu'il faudrait plus mélanger l'habitat aux achats, au travail, etc. Mais on ne parle pas assez du fait que le vrai zoning, il est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on met d'un côté nos vieux, on met d'un côté nos enfants, on met d'un côté nos ados, et les actifs sont encore ailleurs, et c'est très très rare que ces publics se mélangent, et ça amène à un manque de biodiversité des publics, tant dans les espaces publics que dans nos institutions, que dans nos lieux de vie. C'est un vrai problème. Je le dis en tant qu'anthropologue, ce n'était absolument pas le cas dans la façon de vivre jusqu'au 19e, et c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes, d'autant que nous avons aujourd'hui, comme vous vous êtes peut-être aperçu, un phénomène inédit, ce siècle-ci en particulier dans l'histoire de l'humanité, qui est le fait que toutes les générations cohabitent sur Terre en même temps. Ce n'était pas du tout vrai jusqu'en 1910. En 1910, vous aviez beaucoup de chances d'être mort avant 40 ans, hein, raison pour laquelle il y avait très peu de divorces. Si vous vous rappelez, c'est parce que le taux de divorce moyen aujourd'hui, l'âge de divorce moyen, 41 ans, 10 mois pour les Français, c'est directement corrélé au fait que jusque-là, vous mourriez avant 42 ans. Vous n'aviez pas trop à vous poser la question. Donc, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui nous reste, mais c'est aussi, bien sûr, directement corrélé au fait que les enfants mouraient très tôt. Aujourd'hui, on a la chance que les enfants ne meurent plus, mais donc, pour le coup, vous héritez jamais, comme vous l'avez constaté, vos grands-parents ne meurent pas, vos parents non plus, vous non plus, personne ne meurt. Du coup, on est tous là en même temps sur Terre, et ça crée des énormes tensions, parce que quand on parle de générations futures, en fait, ces générations futures sont déjà là. C'est-à-dire que la personne qui aura 80 ans en 2100, elle est déjà née. C'était les enfants de la période Covid, ils auront 80 ans en 2100. Donc tout ça pour vous dire que cette ville-là, elle est particulièrement importante. Et bien entendu, nous, on joue aussi sur la ville du faire et du tiers solidaire, sur la ville de la surprise. Ce sont des villes qu'il faut faire avec les artistes, avec les associations, bottom-up, avec une logique vraiment de solidarité. Et bien entendu, les 6 dernières figures de ville, pour nous très importantes, la ville comestible, commensale. Ça, c'est vraiment la ville de la convivialité. C'est aussi la ville qui permet aux gens de renouer contact avec leur propre alimentation, avec leur choix alimentaire, avec la question des circuits courts. Et puis, last but not least, la ville du temps libre, qui est vraiment une ville extrêmement importante dont les politiques ne s'occupent jamais assez, parce qu'on pense qu'au travail, et on sait aujourd'hui que ce n'est vraiment pas que ça
qui nous touchent dans la vie. Et il faut aussi s'occuper notamment de la nuit. La nuit est une des principales sources, ou je dirais potentielles, pour contrer l'obésité. Pensez à la chose suivante. Si chacun d'entre nous marchait pour une petite balade digestive après le dîner, un petit quart d'heure, ça doublerait instantanément la capacité à faire de l'exercice physique. C'est un quart d'heure de plus sortirait la grosse partie de la population qui aujourd'hui ne fait qu'un quart d'heure ou 20 minutes d'exercice et les mettrait directement dans la case, plus d'une demi-heure, donc ils seraient directement considérés comme actifs au sens de la définition de l'OMS. Qui c'est qu'il faut qu'on touche d'abord? Ben évidemment, dans les cycles de vie, il faut toucher les gens qui ont le plus besoin, je dirais, d'accompagnement pour ces questions liées au corps en mouvement. Avant tout, déjà, même les enfants dans le ventre de la mère. Aujourd'hui, on a des mères tellement peu actives que déjà, ça donne de mauvaises habitudes avant même de naître. Donc, je pense qu'il faudrait déjà faire un effort là-dessus. Mais il y a aussi, évidemment, toute la première année de l'enfant, toute l'année où l'enfant apprend à marcher. On voit aujourd'hui que les enfants ont beaucoup de peine à apprendre à marcher correctement parce qu'ils n'ont pas assez de prise dans leur environnement pour les pousser finalement à marcher plus, à bouger plus, bien qu'eux-mêmes le veuillent, évidemment. Mais on voit cette passivité qui grignote chaque année plus les capacités à bouger. Il y a évidemment les enfants petits, mais il y a aussi un accompagnement en cas de situation handicapante et bien entendu la question du vieillissement. Nous, en tout cas en Suisse, on a vraiment cet effet énorme et bien entendu, c'est le cas dans la plupart des pays du monde entier. Donc, on propose 3 manières de faire. Donc, j'ai déjà évoqué la petite balade nocturne après le dîner. C'est aussi important pour des raisons liées à la fraîcheur. Peut-être chez vous, ce n'est pas encore super important. C'est sûr que chez nous, même en Suisse, où on n'avait jamais de canicule, maintenant, on commence vraiment à en avoir. L'année dernière, Genève a été en canicule pendant 2 mois, tout l'été, chose qui n'était jamais arrivée de l'histoire genevoise. Et donc, on commence à se dire qu'il faut qu'on se prépare à cette façon de faire. Et bien entendu, les dynamiques de proximité, privilégier ce premier pas actif en dehors de chez soi, faire des espaces publics de proximité. Comme vous le savez, les hypersédentaires ont vraiment besoin d'avoir ces espaces publics très proches de chez eux, raison pour laquelle on privilégie ce lien avec le vivant hyper voisin au sens d'être vraiment très très près de vous pour que ce soit même pas un choix à faire, que ça tombe de source. Évidemment, dans les quartiers neufs, et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'évaluations de nouveaux quartiers, de nouveaux écoquartiers. Ici, un exemple à Bordeaux où nous avons travaillé sur cette question et où on a pu, par des enquêtes et des observations de terrain et des films, montrer le lien très fort entre la capacité à produire cette ville du dehors. Là, vous voyez les espaces verts qui existent dans ce quartier, qui ont été expressément mis en place avec une présence très forte du vivant, de l'eau. Il y a aussi un lac à proximité, mais on a mis aussi de l'eau dans le quartier avec des canaux, avec une présence aussi très forte de l'animalité, beaucoup de canards, beaucoup d'oiseaux. Et puis, les rencontres informelles qui contribuent beaucoup à descendre le sentiment de solitude. C'est totalement corrélé. Plus vous avez des espaces publics de type place ou de type parc, plus les gens s'y rencontrent. Et ce qui est aussi intéressant, nous avons mesuré cet indicateur donc, de biodiversité des publics. J'entends par là cette capacité à avoir des gens très différents en âge, en genre, en background. Et ça, c'est aussi ce qu'on observe dans les lieux où on a cette capacité de rencontre informelle, où on a cette capacité de fonder des liens de voisinage faibles. Hein. Je ne parle pas de liens où vous vous connaissez depuis toujours l'école primaire, encore que ça puisse aussi arriver. Et c'est aussi des quartiers dans lesquels les gens optent plus, une fois qu'ils y sont, alors même qu'ils avaient souvent 2 voitures par ménage, optent plus pour la marche et le vélo, vu les bonnes conditions pour le faire. Mais bien entendu, on ne peut pas aménager chaque mètre, on ne peut pas toujours faire des nouveaux quartiers, il faut beaucoup travailler avec l'existant. Alors, où agir quand on est dans l'existant? Je vais évoquer 5 leviers, je les détaillerai plus dans l'atelier à 11h30 avec Julie Levesque sur les municipalités inclusives. Mais ici, je vous le donne en théorie, c'est notre prochain bouquin, il va sortir au mois de mars. Il y a pour nous 5 leviers majeurs qu'il convient de traiter parce qu'ils permettent d'accélérer le mouvement vers cette ville relationnelle, ils permettent d'accélérer le mouvement vers cette ville active, vers cette ville en bonne santé. Et ce lien urbanisme et santé, aujourd'hui, est très, très recherché. Il le sera de plus en plus dans le futur. Vous savez peut-être que la ville de Paris va entamer un nouveau plan d'urbanisme qui sera un urbanisme favorable à la santé.
vous-même, vous travaillez déjà dans ce sens depuis plusieurs années, je le sais. J'avais déjà été invité à l'époque par le maire de Montréal à discuter de ces questions-là d'urbanisme favorable à la santé. Donc pour nous, clairement, il faut travailler sur l'armature des rues, notamment des grandes rues, des grandes avenues, des grands boulevards, pour en faire des ruisseaux de fraîcheur dans lesquels on va beaucoup végétaliser, beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui. C'est une approche qui est développée aujourd'hui par les principales capitales européennes et grandes villes. Là, vous avez l'exemple de Lyon, où ça a été fait sur l'avenue Garibaldi, avec une approche qui marche très, très bien, qui malheureusement est encore faite un peu rue par rue. Barcelone, ils ont décidé de faire différemment et ils ont décidé de lancer en parallèle une refonte totale de toutes leurs grandes avenues. Vous voyez ici le schéma à 2030. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière. C'est une ville qui avance à pas de géant. Je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aller en Europe bientôt, pour pouvoir inclure Barcelone dans votre voyage, parce que les changements sont véritablement immense et on voit vraiment l'effet que ça a sur le fait que les personnes âgées notamment sortent de chez elles, que les enfants retrouvent de la place pour jouer. La vitalité commerciale des commerces n'a jamais été aussi bonne. Le fait que les gens se parlent entre les quartiers, c'est vraiment tous les indicateurs qui sont au vert, évidemment des indicateurs liés à la pollution, les indicateurs liés à l'asthme, tous les indicateurs de santé sont réellement au vert parce qu'il y a un effet systémique quand vous travaillez en parallèle sur toutes ces avenues et tous ces carrefours. Donc, c'est intéressant de pouvoir le faire avec une approche. Là, ici, l'approche que nous-mêmes, on a menée pour Buenos Aires. Nous avons accompagné la ville de Buenos Aires. C'est une très grande ville, comme vous le savez. 3,8 millions habitants de la ville-centre, 12 millions sur l'agglomération. C'est vraiment une très, très grande ville, avec tous les jours plus de 3 millions de personnes qui rentrent par les 5 grandes gares de Buenos Aires. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui viennent de l'extérieur. Ici, notre travail a été aussi assez démentiel, si je peux dire. Vous voyez sur la carte qui se trouve ici, à votre gauche, ça, c'est une carte mentale. C'est ce que les gens nous ont dit faire. Donc, on a interviewé des centaines et des centaines de personnes de Buenos Aires dans différents quartiers et on voit tout de suite les trous dans la raquette, là où on a des problèmes de marchabilité. Les gens ne marchent pas, ne s'allument pas dans leur carte mentale et au contraire, d'autres endroits où ça s'allume bien. Donc, nous, tout notre challenge a été de relier. Et on a eu une double stratégie, relier les parcs aux gares, relier les gares entre elles et relier les parcs, donc les parcs aux gares, les gares aux parcs, les gares à gares et les parcs à parcs, si vous voulez. La logique était comme ça. Et donc, on a travaillé toujours sur ces ruisseaux, ces grands ruisseaux de fraîcheur. Et j'attire votre attention, si vous devez vous travailler avec des politiciens, des élus, que ce n'est pas si cher, parce que quand vous avez cette approche, avec seulement en travaillant 3% des rues, on arrive à avoir un impact sur pratiquement la moitié de la population à 20 minutes. Donc, c'est ça qui est important et c'est vers ça qu'il faut aller quand on veut travailler à grande échelle, quand on veut sortir du centre, parce que c'est ça un peu la question. Un des leviers que nous utilisons beaucoup, c'est de travailler sur les parcs que nous avons déjà et travailler sur cette deuxième peau des parcs. Ça consiste à dire les parcs, c'est des lieux très aimés. Vous savez que la recommandation OMS est qu'on habite tous à moins de 10 minutes d'un parc. Comment faire ça? On ne va évidemment pas pouvoir créer des nouveaux parcs, mais on peut agir sur les parcs existants. Si on a, comme ici à Nancy, une cinquantaine de parcs, ils existent, ils ont l'avantage d'être bien répartis dans tous les quartiers. Et si on agit avec un peu de courage politique sur les rues qui circondent le parc, là vous voyez ce que ça pourrait donner. En jaune, les rues qui se trouvent à 5 minutes du parc, en plus brun, les rues qui se trouvent à 10 minutes du parc, et ainsi de suite. Donc on voit l'effet. Je travaille en ce moment à l'accompagnement de Bordeaux pour travailler sur cette politique, notamment pour répondre à des questions de vulnérabilité, de fragilité, d'isolement, de personnes qui ne sortent pas assez de chez elles, de fraîcheur. Ça touche à des tas et des tas et des tas de politiques santé. Et on a l'avantage, quand on travaille comme ça, de pouvoir directement agir sur les trous dans la raquette, y compris en travaillant avec le privé. Par exemple, vous voyez qu'ici, entre cette région qui est bien lotie en parc et cette région qui est bien lotie au parc, ici, on a un trou dans la raquette dans ce secteur. Ça permet
que la ville accélère le processus en lançant des consultations pour pouvoir se dire, là, on peut créer un nouveau quartier mixte qui sera aussi un nouveau quartier vert avec beaucoup de présence de la nature en ville pour pouvoir changer la donne. Donc ça, c'est aussi des orientations de politique publique qu'il nous faut être plus, efficient. Et vous, du côté de la santé, vous devez aussi vous montrer plus intéressé pour porter ce type de discours pour qu'on puisse accélérer la création de quartiers plus sains et faire en sorte qu'ils se mettent au service de toute la ville, surtout. Les bandes ludiques, c'est l'idée qu'on va travailler sur le fait de donner à offrir le jeu en ville partout où les enfants sont. Pas, comme on fait aujourd'hui, des places de jeu où les enfants doivent se mettre à genoux et dire « Papa, maman, je peux aller jouer ». Vous connaissez tous par cœur cette phrase à laquelle vous devez évidemment répondre, un peu guilty. « Mais non, on n'a pas le temps, mon chéri. Mais non, il faut qu'on aille chercher ta sœur, il faut qu'on aille chercher ton frère, il faut qu'on aille à la poste, il faut qu'on aille à la banque, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. » On n'a jamais le temps de jouer, les enfants n'ont jamais le temps de jouer. Après, ils deviennent obèses et accrochés à leurs écrans. Vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'est passé que vous ne les avez pas emmenés jouer. La façon de faire ça, ce n'est pas de dire qu'on va résoudre la question. La question va se résoudre d'elle-même quand vous arrivez à mettre le jeu sur les pattes des enfants sans qu'ils aient besoin de vous demander quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils tombent dessus dès qu'ils sortent de la maison, quand ils vont au supermarché, quand ils vont à la poste avec vous, etc. Et donc, ça, c'est ce qui a été fait ici à Copenhague avec le Superkillen. On est bien sur une trame verte qui relie 3 quartiers populaires et on a fait beaucoup d'efforts pour que finalement, ce jeu soit au pas de là où vous allez à la station de métro, là où vous allez au supermarché, là où vous allez à la piscine du coin. C'est comme ça qu'on travaille. Moi-même, j'ai participé directement à l'opération Rue aux écoles à Paris. Nous avons prototypé avec AREP 13 typologies d'écoles pour... Ce n'est pas tellement les écoles qui nous intéressaient, mais c'est le prétexte de pouvoir travailler à un endroit où les enfants allaient tout le temps. Et la question était évidemment d'amener beaucoup plus de présence végétale, d'amener beaucoup plus de jeux et surtout de faire en sorte que ces rues deviennent des rues utilisables par tous les quartiers. Vous savez sans doute qu'Anne Hidalgo a annoncé un programme très ambitieux, 300 écoles, donc environ la moitié des écoles pour cette mandature sont concernées par cette mesure. Et la façon de faire est exactement celle-ci, c'est-à-dire on prototype très exhaustivement une dizaine d'écoles pour avoir toutes les typologies. Là-dessus, des experts comme moi agissent pour vraiment donner le meilleur qu'on puisse faire pour faire en sorte que ça marche bien. Et ensuite, les services urbains vont dérouler ça très massivement. Et c'est ça que je voudrais insister avec vous, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire école par école. Vous l'aurez compris, si on fait école par école, en 2300, on y est encore. Il faut avoir des actions en parallèle qui arrivent à sortir 50 écoles par année, 100 écoles par année. C'est comme ça qu'il faut agir. Et bien entendu, ce n'est pas que les écoles, c'est aussi tous les lieux de loisirs des enfants, c'est tous les lieux où les enfants vont. Et c'est aussi, je dirais, un bénéfice rétroactif. On voit notamment des cas de Barcelone et des cas de Paris, que ça a beaucoup de bénéfices pour les seniors, parce que les seniors sortent beaucoup plus dans ces rues apaisées et ces rues pleines d'enfants. C'est souvent des rues qui sont pleines de vie, où il y a beaucoup de liens de voisinage qui se forment, avec des actifs aussi. Et du coup, on résout ces questions de zoning intergénérationnel que j'étais en train de vous évoquer, et on lutte aussi contre la solitude. On peut agir, et je conseille toujours d'agir sur les carrefours d'abord. Vous voyez ici un exemple intéressant à Mendrisio, dans la frontière italienne de la Suisse. Alors, il faut savoir qu'ici, ce n'est pas la mentalité suisse, c'est la mentalité italienne, des bagnoles partout, des gens qui vont super vite, des gens pour qui la Ferrari, c'est leur vie. Donc, pour le coup, la question, c'était de dire, on va agir différemment, et on va créer des petits espaces. Vous voyez que l'espace en soi est plutôt petit. On a récupéré des petits espaces résiduels qui étaient par ici. On a récupéré la liaison avec l'église historique où plus personne n'allait parce que tellement c'était difficile de traverser ce carrefour. Et on a fait en sorte que ça devienne un vrai espace public, a gagné beaucoup de prix d'ailleurs depuis qu'il est là, avec une concertation très forte avec les commerçants. Ça a aussi beaucoup augmenté cette vitalité commerciale. Un autre exemple qu'on fait beaucoup à Bâle, et à Bâle, on a une façon de faire qui est très, très innovante, qui consiste à dire, on ne va pas faire des zones de rencontre dans les rues, on ne va pas apaiser les rues, on va apaiser les carrefours, parce que c'est là qu'il y a le plus de frottement. Et dans les faits, c'est le cas, puisque une équipe de la London School of Economics a placé des électrodes sur des volontaires, bon courage,
pour aller traverser les rues de Londres et chaque fois qu'ils arrivaient à un carrefour, ils avaient comme une mini-attaque cardiaque. Je ne vous dis pas à la fin de la journée, ils étaient presque morts. Mais en fait, dans l'absolu, on est tous presque morts quand on habite à Londres. Hein. C'est juste qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas les électrodes sur nous. Hein. Et donc, pour le coup, cette question du stress, chaque fois que vous arrivez à un carrefour, chaque fois que vous traversez un carrefour, c'est énorme. C'est un impact énorme sur votre santé, cumulé hein, sur tous les jours de l'année. Et donc, pour le coup, ce qui a été décidé à Bâle, c'est qu'on allait arrêter avec ces carrefours stressants et on allait faire des carrefours vivants avec une logique très forte de récupérer. Vous pouvez faire ça directement chez vous puisque vous avez la neige. Vous voyez tout de suite les rayons de giration. Donc, vous voyez tout de suite où il y a les vraies voitures. Et vous voyez surtout que vous avez plein de places qui n'est pas utilisée par ces dites voitures résiduelles hein, qui restent sur les bords des carrefours. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé ici. Et surtout, on a donc mis en zone de rencontre, on a mis en vente, on a libéré l'espace pour les lignes de désir. Et on a fait en sorte que tous les carrefours, du coup, quand vous y arrivez, tout le monde perd sa priorité, tout le monde doit regarder à droite, à gauche, tout le monde est dans une situation d'attention, de coveillance à l'autre. Et pour le coup, ça marche de fait beaucoup mieux pour tous les modes de transport et surtout pour nos corps physiques, ceux qui sont à pied, ceux qui sont à vélo, ceux qui sont avec des enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, tout de suite montrent un bénéfice énorme pour leur mobilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup systématisé à Bâle et que je conseille à tout le monde de faire parce que ça permet vraiment de créer des carrefours beaucoup plus agréables. Le bénéfice additionnel de travailler sur les carrefours, c'est que par définition, un carrefour, généralement, il est à la croisée de plusieurs quartiers. Il va être à la croisée de 2, de 3, de 4 quartiers. Donc, du coup, quand vous faites une action sur un carrefour, eh ben, vous êtes en train de bénéficier à la vie, à la qualité de vie, à la santé des populations des 3 ou 4 quartiers à la fois. Donc, l'impact est exponentiel par rapport au fait de travailler sur une rue lambda. Hein, et je finirai par les parkings prévenants, avec d'ailleurs une image qui s'inspire de ce que vous aviez à l'époque du Covid, la Tulipe à Montréal, hein, vous l'avez sans doute vu à Sainte-Catherine-Ouest. Cette action vise à directement s'adresser aux automobilistes. Nous avons tous, moi pas, mais beaucoup de gens ont une voiture. Moi, je suis sociétaire mobility, donc j'ai une voiture partagée que j'utilise une fois tous les 10 ans quand j'en ai besoin. Mais parce qu'en Suisse, évidemment, on n'en a pas beaucoup besoin. Mais quand on en a beaucoup besoin, et je comprends très bien ça, moi, il y a eu des époques dans ma vie où j'avais beaucoup besoin de la voiture. À ce moment-là, la question, c'est comment je fais pour que, dès que je peux lâcher le volant, quel est le premier pas, quelle est l'expérience que j'ai, le premier pas en dehors de ma voiture, c'est quoi? Bah, vous savez que généralement, les parkings, c'est des coins à pisse vraiment dégueulasses qui n'ont vraiment aucune tenue. Et là, les femmes, encore plus que les hommes, le savent bien. Et donc, généralement, la seule envie que vous avez, c'est de retourner vite dans votre voiture pour faire encore quelques kilomètres, polluer encore un peu plus. Ma foi, ce n'est pas de votre faute, c'est parce que tellement c'est horrible quand vous sortez de votre voiture. Pour le coup, la question, c'est comment on peut faire ça différemment. Vous voyez ici 3 exemples différents qui ont tous un parking à 30 secondes de là où ces espaces sont. L'exemple de Hambourg ici, c'est même carrément plus intéressant parce que les voitures avant étaient là, elles avaient la vue sur le fleuve. Et puis évidemment, on s'est dit à un moment donné, mais c'est bête, quoi, les voitures n'ont pas besoin d'avoir la vue sur le fleuve. Donc on les a cachées là, derrière, en fait, elles sont ici en semi-souterrain, derrière ces escaliers. Là, vous avez des voitures, là, en dessous des escaliers. Et puis, on a donné les escaliers aux humains, ce qui était quand même beaucoup plus logique. Et du coup, c'est un endroit qui est vraiment un super endroit pour la rencontre, un endroit où les automobilistes sortent, sont tout de suite en ville. Il y a tout de suite des choses intéressantes à faire. Et puis, pour le coup, ça donne envie de quitter sa voiture. Pareil ici, c'est sur un cas de Sion, en Valais. Là aussi, c'est un endroit où, avant, il y avait plein de voitures ici, mais il y a un parking souterrain qui se trouve vraiment à moins d'1 minute. Et pour le coup, on a vraiment fait cet espace avec beaucoup de jeux pour les enfants, les fontaines, un glacier. Le glacier fait le meilleur chiffre d'affaires de tout Sion. C'est fantastique comme ça marche, parce qu'évidemment, ils vendent des glaces toute la journée, y compris en été, en hiver. Et puis, ça marche vraiment très, très bien pour amener cette ville relationnelle. Et pour le coup, ça donne envie aux gens de sortir, ça donne envie aux gens de poser leur voiture, d'être plus actifs. Vous le savez, on parle beaucoup de la chaise, mais les heures qu'on passe en voiture sont toutes des heures qui contribuent à notre sédentarité. Et donc, je voudrais insister là-dessus aussi parce que, comme vous le savez aussi, le fait que les enfants soient amenés en voiture constamment pour tous leurs déplacements crée une nouvelle génération de personnes qui sont
très codépendantes de l'usage de la voiture pour tout ce qu'ils font. Et on le voit chez les nouvelles générations que ça pose vraiment question. Je finirai avec la question de l'isolement et cette question de comment on peut faire pour un peu toucher ce phénomène qui prend de l'ampleur. Encore la semaine prochaine, je serai à Paris en commission auprès des élus pour pouvoir débattre de comment faire reculer cette solitude à Paris. On voit bien que ça ne touche pas que les grandes villes, ça touche toutes les villes, petites, grandes, moyennes. Ça touche aussi maintenant de plus en plus des catégories d'âge plus jeunes. Ce n'est pas que les personnes âgées, ce n'est pas que les veufs et les veuves, c'est aussi les jeunes adultes, c'est aussi les adolescents. Et vous le savez, ça augmente beaucoup le risque de maladies, notamment de maladies cardiaques ou d'AVC. Les chiffres pour la France sont assez désolants, si je peux dire, avec un risque augmenté de 30% d'avoir ce risque cardiaque ou d'AVC plus fort du fait que vous êtes isolé, vous vivez en solitude. En France, ça touche aujourd'hui 11 millions de Français, une personne sur 10. Il est estimé qu'on touchera une personne sur 3 d'ici à peine quelques 2 décennies, même pas. Donc, il est question, il faut vraiment tacler ça avant que ça s'installe à ce point dans nos villes. Une façon de faire qui a été mise en place par Bilbao, en Espagne, a été justement de travailler notamment sur les coupures entre les quartiers. Ce n'est pas forcément que dans votre quartier, vous ne pouvez pas bouger bien. C'est dès que vous voulez sortir de votre quartier pour aller dans le quartier d'à côté, que ce soit pour aller au supermarché, pour aller à la piscine, pour aller à la bibliothèque, pour aller où que ce soit, vous n'arrivez pas parce qu'il y a des frontières fortes entre les quartiers qui sont très, très mal traitées du point de vue de la façon dont on vous permet de bouger, du point de vue des espaces publics. Et alors, à Bilbao, ils ont beaucoup travaillé sur les ponts. Là, vous voyez l'exemple de Pedro Arrupi qui relie le quartier de l'université avec le quartier des bibliothèques et des quartiers d'habitat qui se trouvent un peu plus loin. Le Guggenheim aussi ici, beaucoup de places de jeu le long du fleuve. Donc, un pont très innovant avec beaucoup de lignes de désir qui offre aussi comme une espèce de pont-place, beaucoup d'endroits pour se rencontrer. Donc, tacler les ponts. Vous avez des ponts sur le Saint-Laurent. C'est une bonne occasion de s'en emparer. Mais plus globalement, vous avez d'autres... Alors, je sais que vos ponts à vous sont pleins de voitures, hein, mais ça n'empêche pas. Quand on atterrit d'un côté ou de l'autre du pont, on peut faire des choses. Et puis, vous voyez qu'ils ont fait des choses aussi en périphérie, avec beaucoup de confort pour les piétons. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de minorisation. Hein. Si vous êtes à pied, si vous êtes à vélo, c'est tout aussi efficace que si vous étiez en voiture. Et puis, encore un dernier point qui est celui qui est très important, qui font beaucoup à Bilbao, mais qui font aussi beaucoup à Amsterdam, par exemple, qui est celui de dire on va d'abord faire l'espace public avant de faire les immeubles. Donc, avant que les gens arrivent, le premier jour où ils habitent, c'est le jour... Ils ont déjà tout l'espace public à disposition. Ils peuvent déjà sortir jouer avec leurs enfants le premier jour. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays. La France, par exemple, a un système de pré-commercialisation où ils font d'abord les immeubles et les espaces publics arrivent seulement une année après. Donc, vous avez une année entière pour vous mettre en mauvaise jambes, mauvaise habitude. Donc, évidemment, après, c'est très difficile de renverser la vapeur. Je voudrais finir avec les indicateurs que nous avons mis en place pour la ville de Paris. Ces indicateurs montrent la possibilité de se dire c'est quoi une ville relationnelle, comment on peut agir. J'ai déjà évoqué l'indicateur de biodiversité, la question des sociabilités, la question des ralentissements. J'ai beaucoup parlé de la question de la latéralisation, faire des pas de côté. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de déceler si les espaces publics sont réellement relationnels ou pas. Et puis, nous avançons dans cette logique. Et notre ambition, c'est vraiment qu'en s'emparant de ces 5 leviers, les villes puissent accélérer cette transition relationnelle, puissent enfin sortir de cette ville fonctionnelle que nous avons héritée de ce XXe siècle. Je vous rappelle qu'on est déjà en 2025. Ça fait déjà un quart de siècle que nous habitons le XXIe siècle. Nous avons fait encore très peu de progrès sur ces questions relationnelles et ça paraît évident qu'il faut qu'on travaille sur cette question parce que la ville de demain sera relationnelle ou bien elle ne sera pas, hein, c'est très clair. Et puis pour le coup, ma question pour vous maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez emporter dans vos bagages? Qu'est-ce que vous voulez actionner comme type d'action? Est-ce que c'est les carrefours vivants? Est-ce que c'est les ruisseaux de fraîcheur? Est-ce que c'est autre chose? Qu'avez-vous retenu? Je serais curieuse d'entendre vos avis. Merci.
On a Ça des sent micros, hein, ouais. Bonjour, Stéphanie Lantier-Labonté, je suis à la direction de santé publique de l'Estrie, notamment dans le dossier des évaluations d'impact sur la santé. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Je suis sûre qu'on pourra intégrer quelques éléments dans nos pratiques. Je réponds pas à la question là, parce que j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est, je me demandais de quelle façon, dans vos projets, dans vos accompagnements, vous traitez la question de l'embourgeoisement, gentrification. Puis, ma deuxième question, c'est comment vous traitez la question de la préservation du patrimoine qui vient parfois en contexte de budget limité. Des fois, ça vient en conflit avec vouloir innover, vouloir aller vers la ville relationnelle, la ville de demain. Merci. Oui, gentrification, alors l'exemple de Buenos Aires montre très bien, on a résolu ça, on travaille non pas une rue plus agréable à la fois, mais 2 en parallèle. Donc on a mis en place un système qui se nomme en espagnol escaleras, avec un système de double rue. Ça permet d'activer directement les boucles cheminatoires pour faire que l'aller, vous puissiez le faire sur une rue, le retour sur une autre rue. C'est le même système finalement qu'on utilise dans les centres commerciaux, hein, où il ne faut surtout pas aller sur une rue et revenir sur la même. Hein, sinon, à l'aller, vous achetez pas, vous dites je vais acheter au retour, puis au retour, vous achetez pas parce que vous êtes trop pressé, votre enfant a envie de pisser, vous avez envie de manger, votre mari est au bord du divorce, donc pour finir, vous achetez rien. Donc, les centres commerciaux ont bien compris ça. Eux, ils ont fait un système de boucles cheminatoires dans lesquelles vous allez d'un côté, vous repartez de l'autre, vous avez des petites places, vous pouvez vous poser, il y a des petites fontaines, il y a des trucs pour charger votre portable, il y a des toilettes plein la vue. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire aujourd'hui dans nos villes, c'est malheureux. Et c'est une des choses qu'il faut absolument qu'on arrive à faire. Et le fait qu'on active plusieurs rues à la fois, automatiquement descend les loyers, parce que vous avez une surface plus grande, plus de cellules commerciales, plus d'appartements finalement qui sont impactés en bien avec ces végétalisations, etc. Donc ça permet de garder les prix à un prix un peu plus cher, certes, mais beaucoup moins cher que si c'était une seule rue piétonnisée ou 2 ou des actions de ce type. Et on voit que quand on agit de façon écosystémique plutôt que sur une rue à la fois, ça marche beaucoup mieux. Première réponse. Pour votre deuxième question sur le patrimoine, alors ça c'est sûr que notamment en France, on a ce qu'on appelle les ABF, Architectes des Bâtiments de France. Ce sont des vrais dragons, hein, je peux me permettre, je ne suis pas en France. C'est super difficile de faire quoi que ce soit avec eux, si ce n'est garer des voitures. Alors ça ne leur pose pas de problème. Vous êtes un touriste à Paris, vous essayez de prendre une photo de la Tour Eiffel ou de la Notre-Dame, vous avez toujours plein de voitures, ça, ce n'est pas un problème. Mais dès que vous voulez mettre un banc, s'il n'est pas de la couleur de Notre-Dame, ça ne va plus. Dès que vous voulez planter un arbre, ah ben non, ça casse la perspective. Enfin, c'est problématique, en effet. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes entre la question de la fraîcheur, notamment, la question de justement amener beaucoup de végétalisation, amener beaucoup de ces espaces un peu plus informels, comme celui que j'ai montré au tout début, qui vient de Copenhague, de Sonder Boulevard, qui était précédemment un très grand boulevard, plein de voitures, et qui, pour le coup, on a désasphalté. Le désasphaltage, notamment, pose beaucoup de questions patrimoniales, mais c'est évidemment nécessaire. Je vous dirais que c'est de plus en plus nécessaire. Et donc, il va falloir aussi qu'on fasse évoluer ces questions patrimoniales avec nous. Hein. C'est-à-dire que la ville du passé ne doit pas nous empêcher de vivre la ville au présent. Mais je suis d'accord avec vous que ça reste une question épineuse, pointue, sur laquelle il faut faire beaucoup d'acculturation avec les gens du patrimoine. Ma recommandation est qu'ils soient associés dès le départ. Généralement, les patrimoines ne donnent qu'un avis consultatif à la fin du projet. Évidemment, ils vont dire non. Il vaut mieux qu'ils soient avec vous dès le départ. Hein, ça, je dirais que c'est une recommandation générale pour tous les Neinsager, les diseurs de non. Vous en avez plein, hein, il y a plein d'espèces. Moi, j'ai même un livre en cours qui va détailler un peu satirique avec des petites caricatures, là, qui est le Neinsager de l'eau, le Neinsager de la maintenance, le Neinsager de combien ça va nous coûter, le Neinsager qui vous dit mais non, ils vont tout détruire, le Neinsager des anti-SDF. Enfin bref, vous en avez comme ça une collection. C'est vraiment comme des nains de jardin. Et quand vous arrivez à en dézinguer un, eh ben, il y en a un autre qui pousse. Vous avez dû voir en réunion, il n'y a que ça. C'est Neinsager. Alors, pour le coup, la question, c'est comment on agit avec ces Neinsager, comment on fait qu'ils soient avec nous dans le projet, plus que contre nous à la fin du projet. Ma recommandation, c'est de les amener tous sur le terrain, c'est de les faire beaucoup parler avec les gens. Parce que quand on est avec les gens, ça marche mieux. Pour moi, la façon dont moi je travaille, j'invite toujours ce que j'appelle moi les fabricants du soft de la ville, tous ceux qui sont en lien avec les vrais humains, hein,
à être aussi avec ceux qui fabriquent le hard de la ville. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate le plus, c'est que des gens du soft comme vous, j'entends dans le soft la santé, la culture, la petite enfance, le sport, tous ceux qui sont le social, la cohésion sociale, la question des personnes âgées, etc. Tout ça, c'est un peu le soft de la ville et ils sont très à l'écart de ceux qui font le hard de la ville. Les voiries, les espaces verts, ceux qui travaillent sur les bâtiments, l'urbanisme. Pour moi, ça, c'est trop de silos et il faut qu'on travaille tous ensemble. Et dans les ateliers que je propose, il y a toujours tout le monde autour de la table et ça fait beaucoup plus avancer la chose. Mais je vous accorde, c'est compliqué. Merci. Julie Caron, Malenfant de l'Office de participation publique de Longueuil. Comme le dit l'organisation que je représente, je travaille avec le public, avec les citoyens pour la ville. Pour moi, Ville relationnelle, c'est surtout un regroupement d'humains. La fin de votre réponse nous amène un peu vers ma question. J'aurais aimé comprendre comment les citoyens et les populations qui vivent ces villes où vous intervenez sont impliqués dans les projets, à quel moment, et puis également comment sont reçus ces projets-là à leur annonce, lors de leur réalisation et une fois qu'ils sont effectivement réalisés et vécus par la population. Merci. Excellente question. Alors, pour moi, très clairement, on implique beaucoup les citoyens d'une manière qui n'est pas la meilleure pour faire atterrir dans le projet les idées des citoyens. Donc, nous, dans notre façon de faire, quand je travaille avec des consortiums sur des projets, la première chose que je fais, c'est aller sur le terrain. En bon anthropologue, je vais aller beaucoup sur le terrain et je vais beaucoup filmer. Et quand je filme, ce que je regarde, c'est pas seulement ce que les gens font, mais c'est surtout ce qu'ils font pas. Ce qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire, parce que l'espace ne permet pas de faire, en fait. Et donc, on va tenter d'identifier tous ces comportements latents et donner des pistes pour faire en sorte qu'on se dise « Ah oui, là, on voit que les gens aimeraient bien pique-niquer ». Je vous donne un exemple concret. À Valence, je travaillais sur un parking. Les gens venaient se poser sur ce caillou-là, sur le temps de midi, manger un sandwich. J'ai dit, bah là, il y a forcément une opportunité pour créer une vraie ville comestible avec des tables de pique-nique, avec des food trucks, avec des choses comme ça. Ça, c'est parti d'une observation de 3 ou 4 personnes qui venaient se poser sur ce caillou, manger un sandwich, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On voit la puissance des comportements latents, ce qu'ils nous disent. Et puis, il y a aussi un autre indicateur qui, pour moi, est très essentiel, qui est ce que j'appelle le taux d'évaporation piétonne. Vous savez, je suis un peu comme la météo. Quand je vois qu'il y a 20 000 piétons qui sortent de la gare centrale et qu'au bout de 3 minutes, il n'y a plus un piéton, je m'inquiète. Je me dis, là, il y a comme un problème en termes de ville relationnelle. C'est le cas de la plupart des gares. Je ne jette pas spécialement la pierre à la vôtre. Et dès qu'on sort, on a des tas de piétons et ils s'évaporent tous autant qu'ils sont très, très vite. Donc ça, c'est des types d'indices qui nous disent qu'il y a des choses à faire. Et puis, la façon dont on va les faire, c'est qu'on va faire des balades croquées. Alors, ce que j'entends par balade croquée, c'est qu'on va se balader avec les dessinateurs du projet, mais ils ne vont pas, eux, dessiner le projet. Ils vont prêter le crayon aux gens et les gens vont donner des idées et ils vont dire, moi, là, je verrais bien pousser ça, là, je verrais bien pousser ça. Et ça, c'est véritablement magique parce que tout d'un coup, les gens qui ne sont pas capables de dessiner, mais ils vont être capables de dire des idées et puis les dessinateurs, eux, vont dessiner. Et le fait qu'ils aient dessiné fait qu'à la fin, le projet qu'ils dessinent n'est pas le même. Ils dessinent réellement avec les idées des gens. Donc ça, cette méthodologie, pour moi, est une des meilleures parce qu'elle permet de sortir de ces discussions de « Ah ben, je vous ai dit un truc sur le post-it et je ne le retrouve pas sur le plan. Ah ben, je vous ai dit 30 trucs en réunion puis vous n'avez rien repris de ce que j'ai dit. » Vous voyez, ce genre de problème qu'on arrive toujours dans les concertations classiques. Donc nous, on va toujours sur le terrain, on fait toujours ces balades croquées puis après, on fait un atelier très drôle qui s'appelle « On se marie ». Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est tout à fait comme dans un mariage. Si vous avez quelque chose à dire que vous ne voulez pas vous marier à ce projet, c'est le moment de le dire. Dites-le. Dites-le là. Ne le dites pas après. C'est-à-dire que justement, on fait cet atelier expressément pour que les gens soient bien d'accord avec tout ce qu'ils ont dit que ça se retrouve dans le projet et puis ils sont bien d'accord de se marier avec le projet. Et en faisant comme ça, même les gens les plus opposés au projet ont un temps de discussion dans lequel ils peuvent exprimer leur opposition au projet et puis on peut avancer avec eux avant que le projet soit validé. Donc ça, cette technique permet vraiment d'aller bien. Je dirais que là, on a encore un bémol, c'est sur l'évaluation, c'est sur le monitoring. Parce que là-dessus, c'est très rare que les élus payent pour faire ça et du coup, on n'a pas de retour. Mais les villes qui le font, comme Barcelone, comme Zurich, qui ont carrément même un système de roulement de monitoring,
Zurich, par exemple, ils sortent 20 espaces publics par année et ils ont un programme de monitoring sur 4 ans qui fait que ça roule. Il y a toujours des chercheurs sur place qui sont en train de monitorer les espaces publics qui sortent. Et ça a 2 avantages. Ça montre si oui ou non on atteint les objectifs pour chacun des espaces publics et ça montre aussi si vous avez réussi finalement, ça donne des arguments pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir faire plus d'espaces publics la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment un argument clé. Si vous faites un seul espace public, vous mettez 4 ans à le faire, et puis que vous ne monitorez pas derrière, comme je vous dis, en 2300, en 2500, on y sera encore. Il faut qu'on avance en parallèle. Et pour faire ça, il faut vraiment mettre en place des systèmes de monitoring continu. C'est là-dessus que moi, je me bats beaucoup pour qu'on arrive à trouver les bons indicateurs. Là-dessus, je pense que le monde de la santé pourrait vraiment nous aider, les urbanistes, les planificateurs, les architectes, pour arriver à mettre en place des monitorings simples qui seraient vraiment des indicateurs de qualité de vie des gens. Vous avez beaucoup de choses, vous avez aussi des études longitudinales qui montrent vraiment les effets de l'urbanisme sur la santé. Je pense qu'on est mature du point de vue de la recherche. C'est juste une question de déclencher ces types de monitoring dans la vraie vie, je dirais. Merci. D'autres questions? On va prendre une dernière question. Oui. Bonjour, Nathan Yenoro, résident de première année en santé publique et médecine préventive à McGill. Je vous remercie pour votre présentation très intéressante et très captivante. Ma question, c'est quel est l'impact de l'insécurité, l'itinérance dans le verdissement des quartiers? Est-ce que l'insécurité, par exemple, empêche les habitants de profiter de ces espaces conviviaux qui sont aménagés pour eux? Merci. Alors, généralement, c'est l'inverse. Des études déjà des années 60 montraient 2 choses, faites aux États-Unis notamment, montraient que quand vous verdissez, quand vous créez beaucoup d'espaces verts de proximité, je ne parle pas des haies qui cachent la vue et puis des machins qui servent à rien. Je parle de haies comestibles, je parle de trucs où les enfants peuvent se poser, manger avec des personnes âgées. Donc, la question principale, c'est est-ce que les plantations que vous mettez en place, elles amènent la grande biodiversité des publics dont je parlais avant? Est-ce qu'elles amènent les enfants? On sait que les enfants sont automatiquement des sécurisateurs, donnent beaucoup d'effets de sécurité ressentis. C'est d'ailleurs pas vrai. Enfin, j'entends, c'est pas parce que vous avez des enfants dans la rue que vous auriez pas. Mais dans les faits, on voit effectivement, mes collègues qui travaillent en psychologie environnementale voient qu'il y a beaucoup moins de déprédation, beaucoup moins de violence, beaucoup moins de dégradation quand vous avez beaucoup d'enfants dans la rue. Ça crée un effet de coveillance qui diminue les turbulences entre les gens. Alors, je ne dis pas que c'est complètement bisounours à chaque fois, mais je dirais qu'une des raisons principales qui font que les rues sont si insécures, c'est parce qu'on a toujours trop des gens, des mêmes gens. Ça, c'est aussi valable même pour des personnes âgées. On a par exemple eu le cas sur la place de la Nation à Paris, quand on l'a refaite. On avait un problème avec les boules de pétanque qui amenaient beaucoup d'hommes âgés. Alors, ils étaient très âgés, ils avaient plus de 75 ans, donc c'est pas eux qui allaient vous muguer, mais quand même, il y avait cette perception qu'il y avait trop d'hommes dans la rue. On a vu dans les études genre que ça posait problème, et on a résolu ça en mettant en place une ludothèque mobile avec un container avec beaucoup de jouets. Du coup, il y avait beaucoup d'enfants, du coup, il y avait beaucoup de familles, et puis du coup, les vieux se sont noyés dans la masse, et ça allait très bien, et ça passait extrêmement bien pour avoir finalement toutes ces personnes âgées qui voulaient jouer à la pétanque, ont continué à jouer à la pétanque sans problème, et ils étaient mélangés aux femmes et aux enfants et aux personnes plus jeunes, et pour le coup, ça a marché comme une lettre à la poste. Mais ça demande toujours de bien doser. En fait, c'est pas sur la question de la végétalisation qu'il faut agir, c'est sur la question des publics. C'est comment vous amenez des publics différents dans la rue. Ça, c'est pour moi la vraie question. Et ça, c'est valable pour toute la question, si vous voulez, prévenir les petites violences qui, du coup, après, préviennent les grandes violences. Un autre levier qu'on active beaucoup, nous, c'est la ville de la nuit. C'est comment on va mettre, et de toute façon, ce sera nécessaire pour des raisons de fraîcheur, plus de personnes âgées et plus d'enfants dans les rues, dans ce qu'on appelle le premier temps de la nuit, entre 6h et 9h. Et on sait qu'automatiquement, ça va calmer le jeu et ça va amener beaucoup de sécurité perçue, y compris perçue et réelle, la nuit. Pour le début, vous n'avez pas besoin de le faire à 2h du matin, mais si vous agissez sur le premier temps de la nuit, 6h, 9h, et que vous agissez sur le 4e temps de la nuit, donc qui est 5h du matin, 7h30 du matin, vous arrivez déjà à sécuriser ces 2 temps de la nuit, ce qui déjà amène beaucoup.
Moi, je conseille toujours de travailler sur les 4 temps de la nuit de façon différenciée. Comme ça, vous pouvez agir vraiment sur chacun des publics. Mais votre question on pourrait passer 1 heure sur votre question. Elle est super intéressante. Ce que je voudrais surtout que vous reteniez, c'est qu'il faut travailler très contextualisé en fonction du contexte que vous avez, de la population que vous avez, et puis en fonction de ces contextes, pas avoir des approches défensives qui vont contre les SDF, contre les voleurs, contre machin, des caméras, plutôt avoir des logiques, on va dire, relationnelles, dans lesquelles c'est le fait de mettre beaucoup de gens différents dans la rue qui amène cette coveillance possible et cette façon de vivre ensemble possible. C'est plutôt par là qu'on va aller en termes de prévention situationnelle. Merci. Merci beaucoup, Madame Lavandino. C'était à la fois super intéressant et divertissant. Donc, je vous inviterai en fait à quitter la salle. On va à peu près à la salle pour les différentes journées. Puis, encore une fois, merci beaucoup. Plaisir.